Bonjour mes amis, et bienvenue à nouveau, mercredi méga, le jour du milieu de la semaine. La colonne vertébrale de la semaine est brisée, tout comme la ligne de front dans le sud. Parce que dans la seconde moitié de cette vidéo, nous allons regarder un aperçu de la contre-offensive ukrainienne dans l'oblast de Zaporizhia. Et oh là là, ça vaut le coup d'attendre. Mais avant cela, l'économie russe. Mais même avant ça, je vais vous raconter l'histoire d'un soldat ukrainien et d'un chien. Les médecins ont trouvé une note dans le sac d'un soldat tombé au combat. Elle n'était pas adressée à sa famille, mais à son chien. Pendant plusieurs mois, des drones militaires survolant la ligne de front avaient capturé des aperçus d'une amitié incroyable au milieu des ruines. Image après image, on voyait le soldat partager ses maigres rations et sa chaleur avec un chien errant qui refusait de le quitter. Regardez ça, voici le trou d'obus du soldat ukrainien, voici le chien errant. Ils se sont trouvés et c'est ainsi qu'on les a vus pendant très très longtemps. Et malheureusement, le soldat a été tué lorsqu'une attaque massive a finalement coûté la vie au soldat. Les médecins l'ont retrouvé exactement là où le drone l'avait enregistré pour la dernière fois. Dans sa veste, il y avait une note manuscrite, non pas adressée à ses parents, mais une demande d'aide pour son ami, c'est ce qu'elle disait. « Nous nous battons ensemble depuis 2 ans. Si je ne suis plus là, s'il vous plaît, laissez ma veste dans mon abri. L'hiver arrive bientôt et il viendra là pour se réchauffer. PS. Si vous arrivez à l'attraper, il aime qu'on le gratte derrière les oreilles, c'est attendrissant et c'est triste. Le soldat que nous connaissons est tombé au combat, mais nous ne savons pas si cela est arrivé au chien. Aussi. Personnellement, j'espère que le chien est vivant et qu'il sera sauvé du front. Mais maintenant, mes amis, parlons de l'économie russe. Voyons à quel point la Russie va mal, et vous savez, c'est vraiment assez grave. Nous savons tous qu'il y a 2 chevaux de Troie dans l'Union européenne, à savoir la Hongrie et la Slovaquie. Ces 2 pays ici, ou plutôt ce ne sont pas les pays eux-mêmes, mais les dirigeants, les premiers ministres des 2 pays, qui sont clairement pro-Kremlin. La Hongrie veut toujours acheter du pétrole russe, mais maintenant l'Ukraine l'a totalement interdit ou coupé. La Pologne, bien sûr que non, la Roumanie non plus, bien sûr. La dernière partie passait par la Croatie, mais maintenant la Croatie a également suspendu tous les transferts de pétrole russe à travers son territoire. La Hongrie ne peut tout simplement pas acheter de pétrole russe, même si Viktor Orban le souhaite. C'est maintenant leur moment de faire la transition. Et comme l'Union européenne se détournait du pétrole russe, c'est comme se débarrasser d'une addiction. C'est assez douloureux pour l'économie pour l'instant, mais plus tard, tout le monde vous en sera reconnaissant. Donc la Hongrie maintenant, plus tard que tout le monde, est obligée de se détourner du pétrole et du gaz russe. La Russie commence à se noyer dans le pétrole. La capacité des installations de stockage de pétrole en Russie approche de la saturation, car les compagnies pétrolières rencontrent de plus en plus de difficultés à vendre à l'Inde. L'incapacité à stocker le pétrole obligera les compagnies pétrolières à réduire leur production d'environ 300 000 barils par jour d'ici mars à avril. En raison des difficultés à vendre le pétrole, les compagnies russes ont déjà réduit leur production de 100 000 barils par jour en décembre. Le problème est que les réserves de pétrole russes sont pleines. Parce qu'ils ne parviennent pas à trouver suffisamment d'acheteurs pour leur pétrole, ils en produisent de plus qu'ils ne peuvent en vendre. Les navires et le pétrole transportés par mer sont également pleins et dérivent simplement sur les océans. Personne n'achète parce qu'il y a tellement de pétrole, et à cause des sanctions, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. L'Inde et la Chine étaient les plus grands acheteurs, mais l'Inde vient de réduire ses achats de pétrole russe de 30%, et ils ont aussi saisi 3 pétroliers de la flotte fantôme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela pourrait être lié à l'accord commercial entre l'Inde et l'Union européenne ou à la pression exercée par Trump sur l'Inde. On ne sait pas. Tout ce que nous savons, c'est que c'est vraiment douloureux pour la Russie, et le fait est que la Russie est obligée de réduire sa production de pétrole. Ce n'est pas juste une simple déclaration. C'est vraiment dangereux pour leur infrastructure pétrolière. Regardez les conséquences de la baisse de production, surtout si cela mène à un arrêt total, ou une réduction significative du débit provoque plusieurs problèmes techniques et opérationnels pour les oléoducs, notamment une augmentation de la corrosion, l'accumulation de cire et un risque potentiel de blocage. Les oléoducs sont conçus pour un débit constant et à haute pression, donc une réduction nécessite un entretien minutieux pour éviter qu'ils ne deviennent inutilisables. De plus, les réserves de pétrole russes sont pleines, donc ils doivent réduire la production, ce qui concerne les oléoducs. Ils ne les entretiennent pas ou ne s'en occupent pas comme ils le devraient.
Il va y avoir d'énormes problèmes pour les oléoducs russes, l'infrastructure de transport du pétrole par oléoduc en Russie. C'est vraiment, vraiment grave. On ne peut pas simplement arrêter la production puis la redémarrer, il faut reconstruire la majorité des oléoducs. C'est une situation très dangereuse pour la Russie s'il ne trouve pas un acheteur très rapidement. Voici une petite illustration pour vous de la mentalité soviétique. Et pourquoi soviétique ? Eh bien parce que la Russie, en tant que pays, a adopté, repris ou n'a jamais abandonné cette mentalité. En fait, dans les années 1920, les planificateurs de l'Union soviétique ont décidé que Moscou avait besoin de plus de clous, alors ils ont ordonné aux usines de produire des tonnes de clous. Des directeurs d'usines ingénieux ont fabriqué de gros clous pour atteindre leur quota de poids facilement. Quand les planificateurs ont changé et ont commencé à compter les clous par quantité, les usines ont produit des milliers de petites épingles inutiles. Cela illustre parfaitement la façon dont les choses fonctionnent encore en Russie, surtout au ministère de la Défense. S'ils veulent quelque chose, c'est un ordre politique. Il nous en faut plus, il nous faut plus de drones. Ils vont mobiliser tout l'argent, tout le personnel et toute l'expertise pour fabriquer des drones, et plus personne ne fabrique de chars, d'hélicoptères ou de kalachnikovs. C'est juste une illustration ici, ils ont toujours cette vision en tunnel. Nous avons un ordre politique ou un autre, tout le reste n'est pas important, tout sera fait pour cet ordre politique, laissant tout le reste, dans ce cas l'économie civile, pourrir. Ils gardent toujours cette mentalité pour montrer leur situation. Voici les taux hypothécaires si vous souhaitez acheter une maison en Russie. Au cours des 4 dernières années, les taux hypothécaires ont grimpé jusqu'à 30%. Je ne sais pas combien c'est aux États-Unis. En Estonie, c'est généralement avec l'intérêt Euribor inclus. C'est entre 1 et 3, 1 à 4% au total peut-être, 1 à 5, mais en Russie, c'est 30%. Tu te rends compte ? Je ne sais pas combien vous payez aux États-Unis. Un prêt immobilier d'$1 million à 30% d'intérêt calcule ta mensualité. C'est fou. Personne n'achète plus de biens immobiliers. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire que le plus grand promoteur immobilier de Russie, Samolet, va faire faillite. En fait, ils n'ont pas payé leurs ouvriers depuis quelques mois maintenant, et les ouvriers du bâtiment se sont mis en grève. Voici un immense projet immobilier et il est vide, il est à moitié construit, il n'est pas terminé, il est complètement vide. Les ouvriers sont en grève, ils ne sont pas payés. Pas de nouveaux investissements car les gens n'ont pas de prêts à cause du taux d'intérêt de 30%. Et c'est le plus grand promoteur immobilier de Russie, ce n'est pas une petite entreprise, c'est vraiment la plus grande. Ils font faillite, la situation est bien pire que ce qu'ils laissent comparaître. Très bien mes amis, un autre moment que vous attendiez depuis si longtemps, la contre-offensive ukrainienne. Mes amis, je vous ai toujours conseillé de rester prudent face aux gros titres sur la contre-offensive de l'Ukraine. Ceci étant de couronnes libérées, et ayez toujours cette prudence. Maintenant, cette contre-offensive a déjà près de 2 semaines. Cela dure depuis un moment et nous avons des résultats concrets. Ce n'est plus seulement du battage ou une opération d'information, c'est devenu réel. Donc ils ont libéré au cours de la dernière semaine 200 km², ce qui n'est pas une si grande superficie. Mais si vous considérez cela, c'est le plus grand gain sur le champ de bataille pour le camp ukrainien au cours des 2 dernières années et demie. En 1 semaine, cela devient assez énorme, surtout si l'on considère qu'en 6 mois, la Russie à Souborizia a avancé sur à peu près la même superficie, progressant lentement tout en subissant d'énormes pertes. Pendant 6 mois, l'Ukraine semblait ne pas avoir de réponse à cela, et maintenant, soudainement, boum, en 1 semaine, tout a été repoussé. Ce rythme revient souvent dans cette guerre, et nous l'avons observé à plusieurs reprises dans divers oblasts. Prenons l'une des cartes les plus conservatrices, celle de l'Institut pour l'étude de la guerre, l'ISTBFI, et même eux montrent des pénétrations ukrainiennes à travers la zone grise. Bien sûr, sur cette carte, on voit le bleu pénétrer le rouge. Mais encore une fois, il faut toujours prendre cela avec des pincettes. Parce que la zone grise fait entre 5 et 20 km de profondeur, ce qui fait que cette pénétration bleue paraît massive. Vishnev. À travers la pénétration, cela fait environ 15 km. La zone grise est plus grande que ça. Donc ce n'est même pas une pénétration dans les zones entièrement contrôlées par les Russes, c'est juste une consolidation des zones dans la zone grise. Gardez simplement cela à l'esprit. Quels sont les principaux axes de poussée ? Eh bien, c'est Ouliapolia. Les Russes essaient de prendre cette ville depuis 2 ans. Ils s'en sont vraiment approchés. Les Ukrainiens contrôlent environ quoi ? 15 à 20% de Ouliapolia
Et maintenant, les Ukrainiens ont entièrement repris la zone grise. Comme vous pouvez le voir, ces icônes ici montrent où les unités ukrainiennes s'affrontent avec les unités russes, et c'est en profondeur sous un territoire supposément contrôlé par les Russes, ou dans la zone grise. Le point important, c'est que les Russes ont été repoussés. La zone grise a été repoussée, ce qui signifie que les Ukrainiens déplacent très activement leurs unités vers les positions russes. On peut appeler cela une contre-attaque, et l'objectif principal est de libérer Gouliaïpolé, évidemment. Gouliaïpolé. Gouliapol, désolé pour la déformation de ce nom de ville. Comment le ministère russe de la Défense réagit-il à cela ? Je veux dire, même les blogueurs militaires russes, ils rapportent tous la situation à Zaporizhia. Eh bien, le ministère de la Défense publie ce communiqué. Les terminaux Starlink ont été déconnectés depuis 2 semaines, mais cela n'a pas affecté l'intensité ni l'efficacité des systèmes sans pilote. Les troupes, comme le confirment les données de contrôle objectifs sur la destruction du matériel et du personnel ennemi, l'utilisation des moyens de communication ennemis a été employée par certaines unités pour tromper l'ennemi. Ainsi, le ministère russe de la Défense affirme que seules quelques unités russes ont utilisé Starlink pour tromper les Ukrainiens et les induire en erreur. Ce n'est pas toute l'armée qui dépendait fortement de Starlink et de Telegram pour guider leurs drones, recevoir des images en direct des drones et diriger leurs missions d'artillerie. Le ministère de la Défense ignore totalement la gestion de la ligne de front. Et il publie cette communication en ce moment, alors que les Ukrainiens contre-attaquent justement parce que les unités russes sont plus dans le flou à cause de la perte de Starlink. C'est incroyable et j'en profite vraiment, vraiment. Le plus grand blogueur militaire russe, Rebar, nous donne cette carte et tu sais ce qui est beau là-dedans. Tout d'abord, ça ressemble à un titre accrocheur, non ? Mais non, les soldats russes sont encerclés dans un nouvel endroit. Il s'agit du réservoir de Novagohovka. C'est bleu sur cette carte, mais en réalité c'est beaucoup plus petit, mais ça reste quand même une zone en contrebas. Il est vraiment difficile de se déplacer dans cette zone, on ne peut pas vraiment y engager de véhicules blindés. Donc ces unités russes longèrent le réservoir vidé, et maintenant la contre-offensive ukrainienne a relié le réservoir vidé au village de Plavny, coupant ainsi un petit contingent russe. Maintenant les gens crient partout que c'est une brigade russe, non, je ne les crois pas. C'est 100, peut-être 200, quelques centaines de soldats, probablement moins. Mais quand même, on ne voit pas beaucoup d'encerclement dans cette guerre. Ça n'arrive pas vraiment parce que les mouvements sont très lents, mais là c'en est un. Voici un encerclement présenté ou rapporté par un blogueur militaire russe qui n'a aucune raison de mentir sur cette carte. Donc oui, c'est beau. Je pense que tu iras à la miniature et au titre. Et ce n'est pas seulement Rebar, ce sont en fait d'autres propagandistes russes. En plus, ils se plaignent d'une offensive ukrainienne près de Stepnokirsk. Les forces armées ukrainiennes ont commencé à repousser progressivement les Russes et ils ont commencé à se lamenter des difficultés. Le réservoir de Kakhovka, qui s'est asséché, n'aide pas beaucoup malgré les 20 km de distance. Comme le note la chaîne russe, les frappes aériennes dans la région ont augmenté. Donc les Ukrainiens ont brisé un certain schéma qu'ils n'utilisent pas vraiment. L'armée de l'air, tout comme l'armée russe, agit efficacement dans cette zone de contre-offensive, près du réservoir de Novogohovka et dans l'oblast de Zaporizhia. Ils ont soudainement activé leurs forces aériennes. Beaucoup de bombes guidées tombent sur les positions russes, c'est un vrai problème, et soudainement le contingent russe est coupé. Eh bien, c'est magnifique. J'ai toujours voulu voir l'armée de l'air ukrainienne être utilisée davantage. Maintenant, je le vois et je passe une bonne journée. Je vais y aller encore une fois pour illustrer une grande zone grise et ce que cela signifie vraiment, parce que je pense que c'est vraiment important. Les gens s'emballent toujours avec n'importe quelle contre-offensive du côté ukrainien ou n'importe quelle attaque du côté russe. Revenons à la réalité, mettons bien les pieds sur terre, entre les lignes ukrainiennes et russes. Il y a un concept stratégique, la zone grise. Cette zone n'est pas un no man's land, c'est une zone assez vaste, entre 5 et 20 km, qui n'est réellement contrôlée par aucune des deux armées. Les lignes bleues et rouges sur la carte correspondent à la ligne de front ukrainienne et russe. C'est la zone maximale que la logistique peut atteindre. Donc si vous voyez une carte quelconque en bleu et en rouge, c'est là que la logistique ukrainienne ou russe fonctionne. Derrière laquelle l'artillerie est positionnée, ce qui sert de point de départ pour lancer une attaque et où l'armée exerce un contrôle effectif sur le territoire.
Donc si vous voyez une quelconque attaque blindée russe, vous savez cela. Elle commence à partir de la ligne rouge et va dans la zone grise, pas jusqu'à la ligne bleue. J'explique simplement les couleurs sur la carte. La zone grise entre les deux peut être divisée en 3 zones. La zone de contrôle diffus ukrainienne, présence de position, défense élastique, présence de drones, soutien logistique, à pied. C'est très important parce que aucune logistique correcte ne fonctionne à pied, donc dans la zone grise, tu dois porter tout ce que tu y amènes, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de vraie logistique. Ceci se trouve immédiatement devant une ligne défensive, une ville ou une rivière, la véritable zone grise, une zone de présence des deux armées, utilisée par l'armée russe pour avancer vers les Ukrainiens. Zone de contrôle diffus ou même plus loin. Cette zone n'est contrôlée par aucun des deux camps, malgré ce que montrent certaines cartes, et beaucoup de cartes montrent que les lignes rouges et bleues se rejoignent comme ça. Non, il y a une énorme zone étrange entre les deux où les unités se déplacent. C'est très élastique et fluide. Les deux armées jeudi font des attaques éclairs puis se retirent, des drones volent, c'est une zone étrange et fluide qu'il est vraiment impossible de cartographier, et puis il y a. La zone de contrôle diffus russe correspond à une zone récemment capturée ou proche de la ligne de front, là où les Russes ne peuvent pas établir leurs opérations logistiques et sont limités à occuper le territoire avec de l'infanterie. C'est la zone grise russe, donc ces 3 zones constituent la zone grise. Et la plupart des cartes ne la montrent pas telle qu'elle est, alors prenez chaque carte que vous voyez avec des pincettes. Et la plupart des offensives ukrainiennes, en ce moment à Zaporijjia, se sont également déroulées dans la zone grise, où ont à peine progressé vers les positions russes en dehors de la zone grise, mais pas beaucoup. Tu sais quoi ?